beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui dans des circonstances que, bien sûr, sont un peu particulières, mais qui poussent finalement à la créativité et à la digitalisation. Pour nous, c'est un événement d'autant plus particulier car on lance notre entreprise cette semaine, SideQuest, créée avec Alexis Debord et moi-même. Donc, j'apparais sous le nom de Guillaume Kaltenbach, ce qui nous a gentiment prêté son compte Zoom, mais je suis Thibaut Oudot. Et on lance cette entreprise en collaboration avec Le Droit pour moi, qu'on remercie au passage pour l'organisation du webinaire. Et notre activité va donc être dédiée à la formation continue des professionnels du droit, avec comme objectif de les aider à développer des compétences complémentaires, notamment en matière commerciale, en matière de communication ou encore dans les usages qui vont faire des nouvelles technologies. On a déjà fait un premier webinaire hier, très intéressant avec Thierry Vickers, qui a eu beaucoup de succès. On remercie toutes les personnes qui étaient là hier également, et qui était justement sur le thème de l'avenir de la profession d'avocat. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir une discussion un petit peu plus pratique. On va essayer d'illustrer un petit peu nos propos en vous présentant les opportunités de développement qui peuvent exister pour votre cabinet lorsqu'on prend une législation en particulier. Et là, on va se concentrer aujourd'hui sur le thème de la loi Pacte. On va être sur un webinaire qui est un peu plus juridique qu'hier, mais qui va se faire un petit peu plus sur le ton de la discussion, de l'échange. Ce n'est pas une formation qui vous permettra de valider des heures aujourd'hui. C'est plutôt une manière de prendre conscience de certaines opportunités pour la profession. Donc, on a plusieurs personnes qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, Alexis Debord, qui est cofondateur de SideQuest, juriste de formation, entrepreneur de longue date dès ses premières années d'études, qui est fasciné par les questions de l'innovation dans le secteur juridique, qui depuis plusieurs années, avec son entreprise Leganov, forme les professionnels du droit dans la transformation de leur métier en matière d'entrepreneuriat, d'innovation, et qui intervient régulièrement au sein du lab de l'école de formation du barreau de la Cour d'appel de Paris et aussi auprès de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Nous avons Maria Lancry, qui est avocat au cabinet Square et qui pratique essentiellement en droit des affaires et en matière de compliance sur des sujets comme RGPD, tout ce qui est corruption et tout ce qui est en droit de la concurrence. Et Maria, qui a également travaillé en entreprise chez Hachette Livre pendant une dizaine d'années, où tu as commencé à mettre en place les obligations du devoir de vigilance avant l'heure. On reviendra un petit peu sur ces sujets. Et nous avons enfin Pierre Berlioz, professeur à l'Université de Paris, qui enseigne le droit des affaires et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, un thème dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Pierre, qui a également été conseiller du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, en 2016-2017, et qui a participé à ce titre à l'élaboration des lois Sapin 2 et sur le devoir de vigilance. Et enfin, moi-même, Thibaut Oudot, également juriste de formation, ayant exercé dans le public et dans le privé, et intervenant aussi au sein du lab de l'école de formation du barreau. Voilà. Donc, merci à tous les trois d'être présents. On va parler aujourd'hui de la loi Pacte et des opportunités pour les avocats. On va passer 1h30 ensemble, pendant laquelle les spectateurs auront l'occasion de poser directement des questions. Vous pouvez vous servir du petit bouton en bas Q&R ou Q&A si vous êtes sur la version anglaise, et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure, sinon on aura un petit peu de temps à la fin de la session. Alors voilà, sans plus attendre, on va se lancer un petit peu dans le vif du sujet. Pierre, dans la mesure du possible, du fait du volume de la loi Pacte, qui était très très dense, est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de cette législation en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour à tous. Alors, la loi Pacte, c'est effectivement c'est un peu sur le modèle
d'un certain nombre de lois récentes, une loi très dense, plus de 200 articles, une loi qui s'est enrichie au fur et à mesure de la discussion. Ce qui est intéressant, je pense, en cette période surtout, c'est de rappeler la signification de l'acronyme PACT. PACT, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises et les objectifs: libérer les entreprises, mieux les financer, qu'elles soient plus innovantes et plus justes, et surtout faire augmenter le PIB. Faire augmenter le PIB d'un point à long terme et de 0,4 points à l'horizon 2025. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on annonce une chute de 7% du PIB, ça fait, bon, on se dit qu'il va falloir plusieurs lois pactes à venir pour atteindre l'objectif de revenir au moins à la stabilité. Mais enfin bon, en tout cas, la loi pacte, c'est essayer de créer plus d'emplois en permettant aux entreprises de grandir, aux entreprises de se transformer, et permettre aussi aux entreprises de prendre une place plus importante dans la société, dans le développement de la société et pas seulement le développement économique. C'est-à-dire, et c'est l'objet de nos discussions à venir, je pense, c'est surtout permettre aux entreprises de développer leur prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. C'est avoir une participation plus grande à la vie de la société, redistribuer en partie la richesse, leur permettre d'en créer d'un côté, mais leur permettre aussi de redistribuer. C'est aussi être à la pointe de la modernité, en tout cas, ce qui était souhaité, avec des dispositions notamment relatives aux cryptoactifs, aux crypto-monnaies, aux ICO et un certain nombre d'autres choses de ce type. Donc, une loi qui se veut vecteur d'innovation, vecteur de transformation des entreprises et vecteur de progrès économique, social et environnemental. En quelques mots. Merci beaucoup. Je sais que c'est vraiment pas facile en si peu de temps de parler de la loi Pacte. Et justement, comme tu as abordé un petit peu ce thème de la RSE, on a la chance d'avoir Maria qui traite professionnellement de ces sujets de manière quotidienne. Maria, est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu sur la RSE, sur la raison d'être, nous expliquer un petit peu quelles sont les opportunités et quel est le travail de l'avocat de manière pratique sur ces questions? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, dans la loi Pacte, il y a un article qui existe toujours, c'est l'article 1832 du Code civil, qu'il faut quand même aborder, puisqu'il faut dire en premier lieu que cet article n'est pas modifié et que l'objet d'une entreprise, c'est toujours de faire des bénéfices. Bon, un peu moins en ce moment, mais ça va revenir, on espère. Et ensuite de ça, la loi Pacte est venue mettre en œuvre certaines des recommandations du rapport Sénat, dont les articles 1833 et 1835, qui sont assez complémentaires et qu'on peut utiliser séparément. Donc, 1833, c'est un article qui vient nous dire que, au-delà de l'intérêt social, en fait, dans le cadre de l'intérêt social, il faut prendre en jeu les impacts environnementaux et sociaux. Et puis, l'article 1835 qui, lui, parle clairement d'instaurer dans les statuts d'une société une raison d'être. Ensuite de ça, les sociétés qu'on a vues pour l'instant modifier leur statut, ce sont essentiellement des grosses entreprises comme Atos, Veolia, la Maïf. La Maïf, c'est même devenu une société à mission, je crois. C'est des sociétés qui allient à la fois le juridique et la communication pour expliquer que leur activité va de pair avec la façon dont leur objet social est abordé dans les statuts. Maintenant, moi, je vais intervenir sur des entreprises plus petites qui peuvent se dire c'est pas pour moi ce genre de choses, la raison d'être, mais qui en réalité vont voir qu'elles vont pouvoir s'y intéresser et parler de leur intérêt, de l'intérêt social et de la prise en compte des intérêts environnementaux et sociaux dans l'ensemble de leurs activités, même si ce n'est pas formulé clairement dans une modification des statuts. Parce que dans tous les cas, on est d'accord qu'avec la loi Pacte, toutes les entreprises sont désormais concernées, quelle que soit leur taille.
par la prise en considération de ces intérêts. Oui, alors c'est vrai que quand on voit la loi Sapin sur la corruption, le devoir de vigilance, certaines sociétés ont pensé qu'elles n'étaient pas concernées puisque ces lois ont des planchers d'application. Donc, le devoir de vigilance, 5000 personnes, 5000 salariés ou 10 000 dans le monde, c'est sûr que je crois que ça concerne 150 entreprises en France. Mais c'est une erreur de penser que ça ne concerne pas tout le monde parce que par ricochet, ça va concerner les entreprises qui vont contracter avec les plus grosses entreprises qui, elles, y sont soumises légalement. La loi PACT, c'est effectivement, ça peut être perçu comme une façon de demander à toutes les entreprises de se sentir concernées par ces questions-là. Et alors, concrètement, si on reste plutôt pour l'instant sur l'article 1833 et la prise en compte par la société de ces enjeux sociaux, environnementaux, de manière un peu concrète, donc au-delà du rôle habituel de l'avocat, de conseil, de sensibilisation, de vulgarisation, de formation, est-ce qu'il y a des choses primordiales pour toi et qui justement sont plus particulièrement spécifiques à cette législation en particulier, à l'article 1833? Ouais, je pense que ce n'est pas quelque chose de spécifique à cette loi et à l'article 1833, c'est plutôt quelque chose qui s'applique à toutes les questions de conformité, de compliance et de RSE. C'est avoir une vision plus pratique du droit. Alors peut-être que j'ai cette vision parce que je suis comme ça et aussi parce que j'ai passé 10 ans en entreprise et que quand en entreprise, on considère que le juriste est quelqu'un de trop, et ben, il faut essayer de lui faire comprendre qu'on n'est pas de trop, mais qu'on est là pour travailler dans l'intérêt de la société et dans le même sens que les opérationnels le font. Et c'est pour ça qu'on arrive avec on aborde les sujets de façon un peu plus pratique. Ensuite, on peut aussi, en tant que maintenant avocat extérieur, on peut aborder les sujets de façon pratique, mais aussi essayer de rentrer par la fenêtre chez le client si on ne vous laisse pas rentrer par la porte. Et donc, on peut, au travers de sujets qui peuvent paraître plus traditionnels, aborder les questions de conformité. On peut être amené, si on fait du droit des sociétés, à intervenir sur la gouvernance des entreprises, sur la répartition des rôles entre le conseil d'administration et la direction générale, quand on parle de grosses sociétés, évidemment. Mais ça peut être la même chose pour les petites sociétés, entre les actionnaires et puis la gérance. On peut s'y retrouver comme ça. Et donc, on peut leur faire prendre conscience qu'il est de leur intérêt que le conseil d'administration se saisisse des questions de conformité et de RSE. On peut, et donc, par ce biais-là, essayer de leur faire comprendre qu'il va falloir peut-être rendre leur programme plus performant. Il existe toujours des choses, mais elles sont peut-être pas assez performantes, pas bien formulées, et on peut approfondir notre mission de cette manière-là. On peut intervenir c'est un sujet que je traite actuellement, par le biais des délégations de pouvoir. Vous allez me dire, il n'y a rien de plus rébarbatif que de rédiger des délégations de pouvoir. C'est vrai. Moi, ça ne m'amuse pas trop. Mais ce qui m'amuse, par contre, c'est tout le réseau de délégations, la répartition des pouvoirs entre les différents opérationnels et les différents directeurs d'une société, et pour s'assurer que tous les sujets de conformité et de RSE sont couverts, que leurs missions ne se superposent pas, mais qu'elles sont bien l'une à côté de l'autre et que tous les points sont couverts. Ça peut être un moyen de rentrer par des sujets plus traditionnels dans les questions de conformité. Ça va me permettre de donner un petit peu la parole à Alexis, qui a accompagné de nombreux cabinets dans le développement de leur activité, de leur stratégie. Donc Maria, tu nous expliques qu'il est important pour l'avocat d'être un petit peu inventif, de savoir rentrer dans l'entreprise et même re-rentrer par la fenêtre quand on pousse un petit peu dehors. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié un point, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, parfois, notamment sur la RSE, on va vous dire, plus que sur la corruption, même si on va vous dire c'est pas le boulot de l'avocat, c'est une question qui va concerner les ressources humaines pour une part, qui va concerner pour l'autre la partie environnementale et donc plutôt des ingénieurs et des consultants si on prend quelqu'un de l'extérieur. C'est pas faux. En revanche, parce que nous on n'a pas ces connaissances techniques, je dirais jamais que je les ai. En revanche, on peut
comme on a quand même la connaissance du droit et que c'est fondamental dans ces matières, on peut être le chef de projet d'une équipe que l'on va venir animer. Et ça, je pense que Alexis en parle pas mal. Bah justement, ouais, Alexis, savoir un petit peu dépasser les compétences purement juridiques, savoir devenir un petit peu un consultant, savoir devenir un chef de projet, savoir rentrer dans l'entreprise et connaître un petit peu ce milieu. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils, peut-être un petit peu généraux, aux avocats qui nous écoutent sur la manière de revoir un petit peu leur rôle et comment se positionner par rapport à l'entreprise? Oui, tout à fait. Bonjour à tous ceux à qui je ne l'ai pas encore dit, si vous n'étiez pas là dans l'intro. Effectivement, alors j'aime bien ta phrase, Maria, c'est pas le boulot de l'avocat. Et en fait, ça traduit une énorme erreur stratégique de l'entreprise quand c'est dit surtout sur des sujets de RSE, dans laquelle finalement l'entreprise va prendre des engagements qui peuvent le lier juridiquement. Alors, on va vous dire c'est de la soft law, les contraintes, l'engagement des responsabilités ne sont peut-être pas les mêmes, mais il y a quand même un engagement, des engagements plutôt qui sont pris par l'entreprise auprès d'un public, et ces engagements, ils ont un impact sur tous les aspects juridiques de l'entreprise, que ce soit dans la relation avec les fournisseurs, avec les salariés, avec le client, évidemment, puisqu'il y a une promesse, et ainsi de suite derrière. Alors, qu'est-ce que ça signifie de façon plus globale, et si on le ramène aux compétences de l'avocat? D'abord, ça veut dire que quand on réfléchit loi Pacte, et de toute façon, c'est vrai quand vous êtes un avocat, et si vous étiez là hier, on l'a dit, c'est un leitmotiv, je le dis systématiquement, il faut être capable de réfléchir en se disant comment je fais pour être concentré sur mon client et sur ses objectifs. Dès lors que vous allez vous concentrer sur votre client, ses objectifs, et quand je parle d'objectifs, je parle également des indicateurs de performance qu'il doit remplir, puisque j'aurai l'occasion de le dire un petit peu plus loin, mais quand on réfléchit à la stratégie de la responsabilité sociale entreprise, de la RSE, eh bien, on a des objectifs également et des indicateurs de performance à respecter. Dès lors que l'avocat va s'intéresser à ça et va se positionner comme tel vis-à-vis de son client, étrangement, ça va devenir le boulot de l'avocat. Donc, changez de regard, placez-vous dans la peau de votre client, et en vous plaçant dans la peau de votre client, ça va vous permettre d'objectiver tous les choix juridiques que vous allez prendre avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte qu'en fait, la loi Pacte, c'est aussi le job de l'avocat. Donc voilà, donc ça, c'est un changement de posture que vous devez adopter quand vous êtes avocat. Et je pense que cet exemple, modification de l'article 1833, est particulièrement vrai et particulièrement révélateur de ce contexte-là. Donc, changer de posture, et en changeant de posture et en vous mettant dans la peau de votre client, en fait, vous allez pouvoir l'aider à objectiver tous les choix juridiques qui seront faits. Il va comprendre les engagements qu'il prend et il ne pourra plus dire « c'est pas le boulot de l'avocat ». Alors, comment on fait? Quelles sont les compétences requises pour réussir justement à adopter ce changement de posture? Bon, il y en a plein, je vais juste en citer quelques-unes qui me viennent à l'esprit là spontanément, puisqu'on est véritablement sur une discussion relativement libre ensemble tous les quatre et surtout avec vous. Bon, évidemment, Maria, tu l'as dit, il y a une dimension de gestion de projet, puisqu'en fait, l'avocat va devoir, et si le boulot est bien fait, va devoir travailler entre la direction, qu'elle soit direction juridique, les différents services de l'entreprise et éventuellement des consultants, des tiers qui auront des expertises plus particulières qui vont permettre d'aller plus loin. Et donc, l'avocat va avoir un rôle de coordinateur pour veiller à ce que, à tous les niveaux, les choix de l'entreprise soient conformes aux engagements et aux différents dispositifs contractuels qui suivent. Ensuite, pour se positionner et pour réussir à objectiver, comme je le disais tout à l'heure, les choix juridiques qui seront faits, il est impératif de comprendre deux choses. La première chose, c'est le modèle économique de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est la stratégie de l'entreprise. Alors, ce n'est pas des gros mots, mais en fait, et je pense que de toute façon, vous vous en rendez compte, et Maria, tu dois aussi travailler de cette manière-là avec tes clients. Si vous ne comprenez pas ces bases-là, et si vous n'êtes pas capable d'avoir lu quelques bouquins à ce niveau-là, comprendre des concepts, les enjeux, ben, en fait, vous allez forcément vous n'allez pas pouvoir réussir à changer de posture et à vous placer véritablement comme un conseil à forte valeur ajoutée. Et puis après, bon, ben, il y a d'autres éléments qui viennent arriver, évidemment, et c'est plus en bout de chaîne, il va falloir renégocier des contrats, donc vous allez avoir un rôle de négociation avec des fournisseurs, mais vous allez aussi avoir probablement un rôle de négociation en interne, et j'entends pas ici médiation, arbitrage, j'entends vraiment un rôle de négociateur dans lequel vous allez avoir un objectif, un mandat qui va être donné par la direction ou par un donneur d'ordre pour parvenir à un deal avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Voilà. Et enfin, dernier point, et ça c'est fondamental, et je dirais que c'est un moyen pour vous d'apprendre en permanence et de vous remettre en question, ayez une approche d'étonnement. Alors, c'est quoi une approche d'étonnement? C'est une approche dans laquelle, bien sûr, vous avez une expérience, et cette expérience, elle va vous permettre de construire une méthodologie, d'être meilleur dans la manière de le faire,
mais ne prenez pas ce qui était pour acquis chez l'un de vos clients, acquis pour un nouveau client. Parce que chaque entreprise aura sa stratégie qui est liée à son secteur et ainsi de suite. Et finalement, si vous arrivez avec systématiquement cet étonnement-là, vous allez être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible mentalement pour vous adapter aux objectifs et aux enjeux spécifiques de chaque entreprise que vous allez accompagner. Alors ça, c'est un mindset. Il y a des livres qui existent à ce niveau-là pour vous aider justement à garder cet étonnement systématiquement au fil des missions, même si elles peuvent se ressembler, mais qui va vous aider à être beaucoup plus agile et beaucoup plus proche des enjeux de chaque client. Et ça, c'est extrêmement important, surtout sur des lois comme celle-ci. Et puis enfin, finalement, l'enjeu, ça va être de se dire, OK, j'ai changé de posture, mais c'est bien, mais comment je vais réussir à vendre cette nouvelle posture? Donc, comment je vais réussir à me positionner? Et là encore, l'objectif, ça va être dans votre positionnement de montrer très vite la valeur que vous allez pouvoir créer pour votre client. Et ça, on aura l'occasion, et je préfère le laisser pour le cas d'usage qu'on va prendre, qu'on pourrait prendre en tout cas un petit peu plus loin, mais je préfère repasser la parole à Maria et Pierre. On va en reparler un petit peu après, en effet. Merci beaucoup, Alexis. Pour les personnes, pour les spectateurs, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez des références pour certains bouquins qu'Alexis a abordés sans vraiment les nommer. On pourra revenir vers vous par la suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment dans une discussion aujourd'hui. J'ai l'impression que Maria et Pierre ont buté sur quelques petites choses qu'Alexis a dit. Est-ce que vous souhaitez un petit peu intervenir là-dessus, répondre à Alexis sur ce rôle de l'avocat, sur sa transformation? Alors, Alexis a parlé du fait qu'il fallait connaître le business de l'entreprise pour donner un conseil plus adapté. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire, sauf que souvent on vous dit que ce n'est pas le boulot de l'avocat de comprendre ce que fait l'entreprise. Et on vous pose une question assez simple et en fait, il faut revenir à la charge pour arriver à comprendre comment l'entreprise travaille. Et du coup, c'est des missions sur lesquelles il est parfois difficile de ne travailler qu'avec un seul représentant de l'entreprise. Et il faut arriver à leur faire comprendre que de temps en temps, ça serait pas mal de faire des réunions avec plusieurs personnes concernées par le dossier pour avoir les réponses en direct plus facilement. Et effectivement, là, ils voient que la valeur ajoutée de l'avocat est certaine. Bon, maintenant, on en parlait en plaisantant avant de commencer la réunion. Les réunions avec les clients, c'est plus compliqué en ce moment. Mais on s'est tous adaptés et je pense qu'on est de plus en plus naturel quand on passe à l'écran en ce moment. Donc, on va pouvoir le faire avec les clients également. Naturel dans tous les sens du terme, puisque les coiffeurs et les barbiers sont fermés. Bon. Pierre, tu avais un petit commentaire aussi. Oui, moi je souscris évidemment à cette position et je pense qu'avec Pacte, comme avec d'autres dispositions, avec la compliance de manière générale, on est vraiment sur je ne veux pas dire une transformation du droit parce que le droit reste ce qu'il est, mais de la compréhension du droit et de son interaction avec l'opérationnel. C'est vrai que l'avantage et pour moi l'atout formidable de ces sujets-là, c'est que ça permet à l'avocat, au juriste de manière générale, de sortir de sa dimension de simple technicien de sa matière, un peu de casse-pied patenté qui va parler de manière incompréhensible et surtout qu'on voit comme ne comprenant rien à l'entreprise. Ça lui permet de sortir de ce carcan-là pour rentrer vraiment dans la dimension opérationnelle et stratégique de l'entreprise et en fait simplement de faire rentrer le droit dans l'entreprise. Et c'est ça qui est extraordinaire et formidable parce que ça permet à partir de là d'attraper toutes les dimensions opérationnelles de l'entreprise et de les envisager d'un point de vue juridique et d'un point de vue de conformité. Donc c'est un vecteur d'entrée dans l'entreprise pour le droit et à sa suite pour le juriste qui est absolument phénoménal. Et c'est ça qui est très important. Donc il faut justement avec ça bien sortir de la simple dimension juridique, ne pas rester dans le carcan juridique, mais bien se dire on a une dimension qui est transversale, qui permet d'intégrer les fonctions opérationnelles et le juriste doit effectivement s'en saisir, pas pour devenir un technicien de la vente, pas pour devenir un technicien de n'importe quel domaine opérationnel, mais pour l'attraper et le transformer en problématique juridique et le restituer en problématique juridique intégrée à la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est pour ça que la loi Pacte est un vecteur
de développement de la prestation juridique, c'est parce qu'elle permet en fait de diffuser le droit dans l'entreprise. Alors Pierre, justement, tant que tu as la parole, on va profiter un petit peu de la chance d'avoir un académique parmi nous et profiter un petit peu de tes lumières sur ce que pense la doctrine sur ce sujet. Mais j'ai juste une petite seconde pour répondre aux questions du public. On a plusieurs personnes du coup, qui se sont montrées intéressées pour avoir des références et des ressources bibliographiques. Donc, on se fera un plaisir de revenir vers vous par la suite avec quelques conseils. On nous demande des choses sur les modèles économiques et stratégiques de l'entreprise. On demande un petit peu des choses plus générales sur les thèmes qu'Alexis a abordé plus tôt. Donc, on verra vers vous là-dessus avec plaisir. On a une question de Francis sur la RSE qui nous demande s'il est souhaitable de commencer par un audit juridique général de l'entreprise. Est-ce que c'est une porte d'entrée possible? On va y revenir un tout petit peu après parce qu'on va essayer de voir comment justement l'avocat peut se placer, comment est-ce qu'il peut construire son offre de service et on discutera un petit peu des actions qui peuvent être mises en place. Donc voilà, Francis, on n'oublie pas la question, on y revient dans quelques minutes. Pierre, est-ce que tu peux du coup nous parler quelques instants du regard de la doctrine sur cette notion? Comment est-ce qu'elle a été accueillie? Est-ce que ça a suscité de nombreux débats? Où est-ce qu'on en est actuellement? C'est vrai que la doctrine a été assez agitée par la loi Pacte et notamment par les articles 1833, 1835 nouveaux, en tout cas les alinéas qui ont été ajoutés, parce que justement, c'est ce que je disais, on est aux confins du droit en réalité. Donc, il y a peut-être une frange plus classique de la doctrine qui a pu critiquer le texte, s'interroger sur sa portée normative réelle, se dire mais bon, tout ça en réalité c'est de l'incitatif, c'est peut-être même du droit bavard, du droit proclamatoire, donc qui est totalement inutile et qui n'est pas du droit en vérité. Et puis, une autre partie de la doctrine, voire même parfois certains auteurs étaient partagés entre les deux tendances, d'une certaine manière, j'en suis représentatif, à se dire, oui, c'est vrai que c'est pas du droit classique, et ce qu'on appellerait presque, enfin, peut-être du droit dur sur le modèle de Hardlaw, c'est du droit un peu différent. C'est du droit qui a vocation à guider les comportements, comme toujours le droit, mais de manière effectivement plus volontaire, donc plus incitative, et où finalement l'entreprise, le justiciable, le sujet de droit est aussi acteur de la norme et va en fait participer à la construire, va entrer dans la construction de la norme et l'adapter finalement à sa situation. Donc on a des outils qui ne sont pas forcément directement sanctionnés, directement sanctionnables. Alexis parlait tout à l'heure des obligations, pas forcément de contraintes qui est associée à ces textes, en tout cas de contraintes directes, mais quand on se les approprie, on utilise des outils juridiques, on utilise le contrat, on va, le cas échéant, engager sa responsabilité, engager la responsabilité du dirigeant, et finalement, on va avoir une dimension juridique plus classique, mais qui va être liée à la manière dont on se l'approprie. Finalement, c'est une loi qu'il faut s'approprier. Ce sont des outils qu'il faut s'approprier et qu'il faut transformer en fait en droit. Et encore, c'est toujours pour ça que le juriste est essentiel, c'est que c'est lui qui va donner vraiment donner de la juridicité, transformer ça en droit, mais en partant d'un substrat qui est un peu à construire. On est pas sur une loi IKEA du droit, mais on est sur quelque chose qu'on va plus du Lego. On va construire à partir des briques qu'il y a dans la loi. On va construire soi-même un peu la norme de l'entreprise. Donc, on est sur du droit adaptable, on est sur du droit souple, pour utiliser la formule désormais consacrée. C'est en ça que je parlais d'importance de la flexibilité tout à l'heure, Maria, aussi Oui. pour rebondir sur ce qu'on se disait. C'est justement cette capacité à inventer, à créer et pas toujours être sur les mêmes standards que vous pourriez mettre en place pour chaque client. Excuse-moi, je me suis permis de rebondir sur ton propos, Pierre, spontanément. Oui, mais tu as raison, c'est tout à fait ça. C'est vraiment la force du texte, la force de la norme va être très dépendante de ce qu'on va en faire. En fonction de la manière dont on l'intègre, de la manière dont on va écrire les
les process qu'on va mettre en place sur cette base, on va avoir quelque chose de plus ou moins contraignant et dans lequel ensuite on va pouvoir se mouvoir avec plus ou moins de souplesse. Donc, ce sont des outils très flexibles et c'est ça qui est intéressant, qui est aussi perturbant hein, pour le juriste, parce que c'est vrai qu'on est plus habitué à un cadre un peu strict, mais c'est ce qu'on nous reproche aussi. Donc finalement, si on arrive avec un cadre qui est plus souple, mais où on va en voir aussi les intérêts opérationnels, on est en fait, on peut être potentiellement plus séduisant hein, que le juriste classique un peu rigide. Je pense on va revenir sur cette distinction un petit peu qui tient à la force de la norme et la distinction un petit peu entre hard law et soft law. Mais avant, on a deux petites questions qui sont assez intéressantes et que je pense qu'on va plutôt diriger à Maria dans sa qualité d'avocat. On a une personne qui nous demande comment expliquer sa valeur ajoutée par rapport au juriste qui peut exister en interne selon la taille des structures. Et on a une deuxième question qui nous demande, la loi Pacte peut-elle aussi être source de débouchés pour les avocats judiciaires ou est-ce qu'elle est réservée aux avocats conseils? C'est des questions assez intéressantes. Maria, est-ce que tu te sens de répondre à ces petites questions? Alors, la première question, comme ça, je vais aborder le sujet tout de suite sur les juristes. Donc, moi, j'ai fait avocat, juriste, avocat. Ça serait bien qu'un jour, il y ait une seule profession. Bon, j'arrête. Mais au-delà de ça, quand on est en interne, en fait, dans des grosses boîtes, on a un peu plus de mal à être convaincant parce que vous avez malgré tout ce qu'on appelle le lien de subordination et parfois, on ne vous écoute pas tout à fait. Et donc, quand un budget se dégage, on fait venir un avocat et peut-être que parfois, il va dire la même chose que ce que le juriste disait lui-même, mais on va l'écouter parce qu'il s'appelle l'avocat. Bon. C'est malheureux et c'est comme ça. Et même s'il y avait une profession unifiée, il en serait toujours de même parce qu'on voit qu'il en est toujours de même dans les pays où il existe déjà une profession unifiée. Ensuite, pour vous donner une anecdote, il y a quelques mois, j'avais fait une cartographie des risques, un audit dont on parlera tout à l'heure, en matière de corruption dans une boîte. On a fait des réunions avec une quinzaine de personnes parce qu'on n'avait pas un budget pour aller plus loin et on n'a pas relevé d'idées de corruption dans cette boîte. En revanche, on a vu que certains process, ne serait-ce qu'en droit des affaires général, devaient être améliorés. Du coup, je crois que la juriste, elle a du boulot pour les 3 ans qui viennent grâce à ça. Elle va faire des modèles de contrats un peu plus fouillés, elle va faire des modèles dans des domaines où elle n'avait pas pensé en faire, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait des déviations de pratiques, des choses comme ça. Les avocats judiciaires, alors, c'était la deuxième question. Moi, j'étais avocat judiciaire avant d'être juriste. Toutes les casquettes. Voilà. Donc, en fait, quand on est avocat judiciaire, eh bien, on va chercher le petit truc que personne n'a envie de regarder. Et donc, ça donne une formation qui est assez appréciable quand on travaille en conformité, en RSE, et qu'on essaie de décoder ce que les gens vous disent sur leurs pratiques, sur les règles environnementales qu'ils suivent, sur la façon dont les droits de l'homme sont bien analysés chez des fournisseurs dans la supply chain, des choses comme ça. Ça vous donne une curiosité. Maintenant, si vous voulez rester en judiciaire, ça peut vous permettre effectivement, si vous êtes le conseil d'une société ou d'un consommateur particulier qui s'oppose à une autre société qui a communiqué fortement sur son plan de conformité, sur les mesures de RSE, sur la prise en compte des intérêts environnementaux, ben vous pourrez éventuellement vous en servir dans vos actions judiciaires. Alors pour l'instant, c'est plutôt les ONG qui se lancent là-dedans. On a vu que Samsung avait été assigné, enfin Samsung fait l'objet d'une enquête, pardon, parce qu'en fait, ils ont mis dans leurs documents sociaux, je ne sais pas lequel, parce qu'on n'a pas plus d'éléments, que chez leurs sous-traitants en Asie, les conditions de travail étaient conformes aux règles internationales, qu'il n'y avait pas de petits-enfants qui travaillaient. Et finalement, cette ONG s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Donc, on considère qu'ils utilisent des pratiques commerciales illicites. Voilà. C'est ce genre de choses qui peuvent faire que le judiciaire travaille toujours.
Et aussi quand on fouille, je m'arrête après, quand on fouille, quand on fait ces fameux audits, ces cartographies, on peut trouver des questions qui concernent d'autres domaines du droit et qui peuvent intéresser des confrères du cabinet. Merci beaucoup. Alors, j'ai un commentaire qui vient d'arriver. Comme l'a dit Maria, les entreprises ont tendance à sortir l'avocat par la porte parce qu'il refuse les contraintes. Alors, rentrer par la fenêtre pour leur mettre sous le nez les contraintes rendra-t-il l'avocat plus sympathique? Ah bah, parfois, il faut allier les deux humeurs. Il faut être un peu dirigiste, mais aussi sympathique et dire, écoutez, maintenant, c'est comme vous voulez, mais moi, je vous donne des exemples, je vous dis ce qu'ont fait telles entreprises, ce qu'ont pas fait telle autre, et regardez où ils en sont. Voilà, il faut arriver avec un dossier. Et comme il y a une amie qui nous écoute, elle sait que notre premier patron, il nous disait toujours où c'est écrit. Ben voilà, où c'est écrit, il faut montrer aux clients qu'on ne se trompe pas, qu'on est sur la bonne voie. C'est pas que les contraintes aussi, ce sont les atouts, c'est l'intérêt à la fois simplement d'éviter de prendre des sanctions. Ça, c'est une chose, mais on est habitué à vendre le droit par ce biais-là. Mais c'est aussi tout l'intérêt qu'il y a. Il y avait une question qui portait sur l'audit juridique de la boîte. Mais l'audit de la boîte, si on parle de conformité, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est ses données perso, c'est sa politique de concurrence, c'est ses problématiques de corruption. Donc c'est tout simplement son modèle économique qu'en fait on va passer au crible de la conformité. Et donc la pérennité de son modèle économique qu'on va examiner. Et par ce biais-là, on va pouvoir aussi envisager quelle est la rationalité de son activité? Est-ce que à quelle fin il utilise les données? À quelle fin, comment est-ce qu'il agit vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses sous-traitants, de ses concurrents? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et finalement, ça invite à une introspection qui peut déborder largement le cadre juridique, mais sous l'angle du juridique et de la manière dont la société finalement fonctionne, puisque le juridique, c'est l'organisation interne de l'entreprise. Et la conformité, c'est l'organisation interne de l'entreprise. On le disait, ça a un lien énorme avec la gouvernance. Justement, c'est la gouvernance, c'est la stratégie de l'entreprise, et ça amène à la réfléchir et à la concevoir de manière globale, y compris dans sa dimension juridique. Et est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça tient pas la route? Donc, je pense que c'est aussi un élément de valeur et de réflexion sur l'entreprise, ses différentes branches d'activité, leur pérennité, leur fonctionnement et leur solidité. Et aujourd'hui, la solidité, elle est fondamentale. J'ai cru que j'avais reçu une question, mais il n'y en a pas pour l'instant. Merci pour vos réponses. Je pense qu'il y a des thèmes très intéressants là-dessus. On ne pourra pas tout aborder malheureusement, mais c'est sûr rien que sur le rôle du juriste dans l'entreprise et avec des choses comme le rapport Gauvin, etc. On pourrait faire un webinaire entier sur le sujet. Maria, on te réinvitera avec plaisir. Tu as l'air très, très intéressée par ce On est un thème. pays un peu en retard, mais pas que sur ça, c'est pas grave. Mais c'est définitivement un sujet qui est passionnant. On va revenir sur le sujet un petit peu plus soft law et hard law qui, je pense, est assez intéressant et illustre bien les particularités de cette loi Pacte, justement, et peut-être les évolutions qui tiennent aux évolutions récentes de la société. Est-ce que de l'incitatif va suffire pour pouvoir changer en profondeur les comportements entrepreneuriaux? Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir évoluer ou est-ce que la carotte et le bâton, ça marche mieux que le bâton tout seul? Et à votre avis, du coup, de nos jours, qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire évoluer les comportements? Est-ce que ce serait la menace de prendre un dommage réputationnel ou est-ce que c'est la menace beaucoup plus classique d'une condamnation juridique? Je commence. Moi, c'est une question ouverte, je vous en prie. Alors, la soft law, moi, j'y crois beaucoup. Mais après, parce que du coup, ça permet quand même à l'entreprise d'adapter des process qui sont en conformité avec son activité, avec sa stratégie, avec son âme, si je puis dire.
Et tandis que quand on a un texte et puis qu'il devient trop détaillé, comme on sait les faire ici, et bien du coup, parfois, ça peut être trop contraignant pour certains types d'entreprises du fait de leur taille, du fait d'une activité particulière. Donc, c'est vrai que la soft law, c'est pas mal, mais parfois, ça marche pas. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la loi Sapin, et ben du coup, ça, c'est le bâton, la loi Sapin. C'est que la soft law n'ayant pas marché, les entreprises françaises ne s'étant pas mises à la conformité anticorruption, eh bien, on a dans la loi, et non pas seulement dans des guidelines, l'obligation de mettre en place un programme de conformité. Voilà. Le dommage réputationnel, ça, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel avec ces lois-là, parce qu'on voit bien l'impact que peut avoir la communication dans la presse d'événements qui concernent les entreprises ou leur non-conformité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fait qu'Apple faisait travailler des enfants. Enfin, les sous-traitants d'Apple faisaient travailler des enfants ou ne respectaient pas les horaires de travail en Chine. Les poupées Mattel, enfin, il y a tout un tas d'exemples. Et le dommage réputationnel, il est très, très dur à rattraper. Une fois que c'est en une de la presse, et pas simplement de Mediapart, mais aussi des Échos. Ça me paraît plus important si c'est sur les Échos. Du coup, après, il va falloir remonter la pente et ça, c'est difficile. Et je pense que, je peux le dire parce que j'ai été avocat judiciaire, je pense que l'erreur qu'on fait parfois, c'est de dire « Oh, ben là, une procédure, vous n'en faites pas, ça prendra 5 ans, donc d'ici là, plus personne ne pensera à ce problème. » Ce n'est pas vrai. Le dommage réputationnel, il est immédiat et c'est celui-là qu'on doit gérer en premier lieu. Pierre ? Oui, moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Maria. Aujourd'hui, il ne peut pas négliger le volet sanction, et le volet sanction, il a deux aspects. Il y a la sanction classique, hein, la sanction pécuniaire. On sait que ça marche encore. On le voit bien s'il y a eu un engouement sur la corruption, enfin sur la prévention de la corruption, c'est parce qu'on a vu un certain nombre de sanctions tomber, notamment américaines. On l'a vu aussi avec d'autres textes, que ce soit les données perso ou autres. On accroît la sanction. Donc, c'est vrai que ça, c'est évident. C'est malheureusement toujours un moyen principal de faire avancer les comportements. Et on voit bien aussi que le gouvernement, en matière de confinement, a communiqué essentiellement sur les contrôles et les amendes qui ont été dressées. Donc, ça traduit quand même aussi une certaine caractéristique de notre société. Et cette sanction, elle se double aujourd'hui et de manière encore plus immédiate de la sanction réputationnelle. Et ça, il faut y faire très attention. Et c'est là, pour le coup, c'est une des raisons pour laquelle il faut être tout de suite en conformité. C'est que cette sanction-là, elle ne vient pas au terme d'une procédure. Elle est beaucoup plus diffusée, beaucoup plus publique. Et elle peut faire extrêmement mal au chiffre d'affaires d'une entreprise. Et là-dessus, et on voit bien que on a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui se développent pour jouer là-dessus. C'est le cas, par exemple, des possibilités qui existent de publication des sanctions. C'est le cas aussi des possibles informations sur des actions qui sont ouvertes. Et typiquement, l'action de groupe en est aussi un exemple. Je m'éloigne un petit peu, mais c'est un levier parce que on va jouer sur la réputation et on va inciter à transiger. On va inciter de cette manière-là à discuter. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas détacher du droit souple, c'est aussi l'aspect de droit souple des règlements des différends. C'est-à-dire que à côté du judiciaire strict, on a l'aspect médiation, l'aspect règlement amiable des différends, et on voit qu'avec le droit souple, il y a aussi un développement de tout ça, et on accompagne le droit souple par de la gestion plus souple des litiges. Et ça, c'est important aussi à considérer. Et c'est important à avoir en tête, c'est que le droit souple se met en œuvre aussi de cette manière-là, parce que pèse toujours cette sanction potentielle réputationnelle et qui incite à se rapprocher, à discuter et à régler les choses d'un commun accord, notamment avec les parties prenantes. Parce que la RSE, ce sont les parties prenantes. Et les parties prenantes, on discute avec elles.
Et ça, le juriste peut le faire aussi. C'est en ça, pour revenir sur la question du judiciaire, alors ça amène une certaine transformation, mais la culture du judiciaire peut permettre aussi d'appréhender cette dimension-là, cette dimension de prévention ou de règlement des litiges, pas dans le cadre traditionnel, mais quand même dans une perspective contentieuse au sens d'existence d'un litige entre les parties qu'il faut dégonfler. Merci beaucoup Pierre. Juste pour faire un petit point sur les questions, on a une question qui concerne un peu plus particulièrement la crise du Covid-19, à savoir si les obligations dites soft deviendront un petit peu plus dures à force. Je vais garder la question de côté, on y reviendra un tout petit peu plus tard parce qu'on va parler un petit peu de cette crise. On a un commentaire sur le dommage réputationnel qui ne pèse pas toujours pour de mauvais comportements commis dans les pays en développement si la presse ne s'empare pas du problème. J'aurais souhaité enchaîner un petit peu avec Alexis, parce que là, on parle de tout ce qui peut être un petit peu, entre guillemets, dangereux pour l'entreprise et quels sont les risques autour des notions de RSE et ces nouvelles responsabilités. Mais voilà, il faut aussi montrer l'envers du tableau. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être aussi tout à fait vertueux, qui peut donner un petit peu un avantage concurrentiel. On en parlait un petit peu plus tôt avec Alexis. Est-ce que tu pourrais élaborer sur les enjeux stratégiques pour l'entreprise d'avoir une politique RSE qui soit ambitieuse et nous montrer comment l'avocat peut s'inscrire dans ce processus? Je sais que tu nous as préparé un petit exemple illustré. Donc voilà, je te donne la parole. Absolument. Alors, déjà, ce qui est important, c'est que l'entreprise, et on l'a dit, on le dit depuis le début de cette heure qu'on passe ensemble, c'est que l'entreprise ne voit pas, en tout cas en matière de politique RSE, ne le voit pas comme une contrainte, mais puisse le voir véritablement comme une opportunité. Et il revient également, enfin moi j'en suis convaincu, aux avocats, de créer des offres de services qui vont justement montrer que cette RSE est certes une obligation, mais qu'elle peut être une opportunité. En ça, justement, à condition que bien sûr la politique RSE qui soit mise en place soit relativement ambitieuse et pas juste des règles minimum à prendre. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un exemple d'offre de service qu'on a pensé dans le cadre d'une formation plus globale sur la loi Pacte. Alors, je suis désolé, vous voyez mon écran de bureau, c'est pas très pro, ça dure une seconde. Voilà. Alors, cette offre de service, c'est vraiment pour vous montrer un exemple de la manière dont vous pourriez vendre votre cabinet sur ces questions justement de RSE dans le cadre de la loi Pacte. Alors, on a appelé cette offre les Green Lawyers. Bien entendu, ça pourrait être le nom de votre cabinet, ça pourrait être une marque complètement différente que vous lanceriez. Mais en fait, dès le départ, l'idée, c'est justement d'accrocher le dirigeant et de lui montrer que cette RSE est un atout pour la croissance de son entreprise. Alors, on est dans un cadre dans lequel on essaie de… Alors, tout ça, c'est des codes. Tous les codes visuels que vous allez adopter dépendront bien entendu de la clientèle que vous visez. Si par exemple, vous visez une start-up qui a déjà fait 1 ou 2 tours de table en levée de fonds, qui a quelques moyens, vous pouvez imaginer un cadre un petit peu new-yorkais, en open space, très ouvert et ainsi de suite. Et là, en l'espèce, ça serait par exemple à cette cible-là que vous voulez parler plus particulièrement. Donc, vous allez adopter leur code, à la fois code couleur, mais également visuel. Donc, l'idée, toujours quand vous construisez, que vous allez présenter une offre de service sur le web, vous fonctionnez par section. En fait, chaque section, c'est ce que vous voyez sur un écran d'ordinateur ou sur ce que vous pourriez voir au niveau de votre mobile. Et chaque écran correspond à une section. Première section, on accroche et on insiste sur le message clé qu'on voudrait faire passer. Ici, le message clé, ça va être de convaincre l'entrepreneur, le dirigeant, que mettre en place une politique RSE, c'est un moyen de créer de la croissance pour son entreprise. Et on va lui expliquer pourquoi, et on va lui expliquer pourquoi c'est la conviction de l'offre des Green Lawyers. Alors, d'abord, on va justement expliquer notre vision, celle du cabinet, et on la recentre dans le contexte de la loi Pacte. Depuis 2019, la loi Pacte impose à toutes les entreprises de mettre en œuvre une politique RSE. Un cabinet d'avocats, plutôt notre cabinet d'avocats, est convaincu que cette obligation, c'est une opportunité pour mettre en place des instruments juridiques qui vont être la condition, donc c'est bien le juridique, qui est aux conditions
plutôt qui vient en appui, qui vient réaliser la croissance durable et responsable de l'entreprise. Ici, on va créer ce que j'appelle un hameçon, c'est-à-dire qu'on va inciter l'internaute, qui est en principe le lecteur, un dirigeant ou un juriste de l'entreprise, ou en tout cas quelqu'un qui aura en charge de mettre en place cette politique pour l'entreprise ou qui va s'y intéresser. On va lui proposer de télécharger un livre blanc. Ça pourrait être tout autre chose. Ici, on a choisi un livre blanc, c'est ce qu'on appelle un hameçon, puisqu'en fait, pour télécharger ce livre blanc, pour comprendre quels sont les enjeux de la RSE et les enjeux de cette réforme, et bien, en fait, pour le télécharger, on va devoir renseigner le nom, prénom, le mail et bien sûr une autorisation de pouvoir être contacté ensuite pour se prospecter. Donc en fait, c'est classique, vous l'avez déjà vu plein de fois, je suis sûr, sur le web. C'est le fait de donner le contact qui fait que derrière, on va lui redonner une information très pédagogique qui sera pensée par le cabinet et qui viendra illustrer cette vision. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin et on va descendre dans le pourquoi. Pourquoi mettre en place la politique RSE pour son entreprise? Et bien sûr, on va insister sur les atouts. 3 atouts. D'abord, ça va permettre d'améliorer l'organisation. Pourquoi ça permet d'améliorer l'organisation? Eh bien, parce qu'en fait, le fait de travailler sur la mise en conformité avec l'article 1833 va vous obliger à refaire un point global sur tous les fournisseurs, tous les prestataires avec lesquels vous travaillez et éventuellement, ça va vous obliger à renégocier certains contrats de sous-traitance. Donc, vous allez faire le ménage avec le petit balai. Toujours très visuel, très dans l'image. Vous allez pouvoir faire le ménage et clarifier un certain nombre de relations contractuelles que vous avez. Ensuite, le deuxième point, ça va être de donner du sens. Pourquoi vous allez donner du sens? Ça correspond un petit peu à tout à l'heure quand je vous parlais d'objectivisation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre exactement ce que veut faire l'entreprise et vous allez être un acteur qui va aider l'entreprise à juridiquement donner du sens à sa stratégie, à sa vision. Et puis enfin, vous allez gagner en compétitivité. Pourquoi? Parce que, bien sûr, quand vous mettez en place une politique RSE, vous prenez des engagements et il y a des enjeux marketing, de communication derrière qui vont permettre de renforcer l'image de marque de votre cabinet. Ensuite, donc ici, on a fini de convaincre le dirigeant que, effectivement, mettre en place une politique RSE, ça devenait une opportunité. On lui a expliqué de façon très concrète, très claire. On lui a également rappelé que c'était la conviction du cabinet, que c'était dans notre ADN. Et maintenant, on va lui expliquer comment ça fonctionnerait si on devait travailler ensemble. Et là, on va insister sur la méthode. L'idée, c'est que l'internaute se projette dans l'expérience client que vous pourriez proposer au sein de votre cabinet. Avec plusieurs temps, ici, il y en a 4. Le premier temps, ça va être de faire connaissance. On va remplir un court questionnaire. On va avoir un premier rendez-vous. L'avantage, c'est que comme vous faites remplir un questionnaire au client, vous allez éviter toutes les questions tarte à la crème qui viennent souvent parasiter les premiers rendez-vous. Vous allez arriver avec déjà un petit peu d'expertise, un petit peu de réflexion. Et puis, dans le premier rendez-vous, vous allez commencer à pouvoir dessiner les aspects plus stratégiques et puis surtout comprendre où l'entreprise veut aller et surtout derrière, bien sûr, proposer un accompagnement, une convention d'honoraires. Une fois que c'est signé, là, vous rentrez dans le cœur de la mission, vous allez décrypter les enjeux. Pierre, tout à l'heure, parlait des cartographies qu'on pouvait faire. Donc, on va réaliser une cartographie, on va identifier et on va hiérarchiser les différentes priorités pour que la vision que l'entreprise a de sa politique RSE puisse être conforme et puisse être priorisée. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Qu'est-ce qui va prendre plus de temps? Et on va pouvoir construire une feuille de route. Ensuite, on va rédiger le plan de gestion des risques socio-environnementaux. Et enfin, on va gérer et le cabinet va proposer à l'entreprise, notamment quand il n'y a pas de direction juridique pour le faire ou quand ça n'est pas quand il n'y a pas de compétences propres au sein de la direction juridique, le cabinet va pouvoir gérer le déploiement, l'accompagnement de cette politique avec à la fois un accompagnement au day-to-day, mais également une gestion des risques contentieux qui pourraient apparaître. On avait l'occasion d'en parler juste avant. Et on finit de convaincre notre internaute avec une promesse, celle du cabinet. Ça va être d'être pédagogique. Vous l'avez compris, quand on travaille sur ces enjeux-là, on est sur des enjeux complexes. C'est pour ça en fait que le droit ne suffit pas et qu'il faut regarder de manière plus large. Donc, on est sur des enjeux qui sont complexes, dans lesquels vous avez le rôle en tant qu'expert, en tant que gestionnaire de projet, d'être pédagogue. Ensuite, bien sûr, il va falloir être stratégique, c'est-à-dire comprendre les enjeux spécifiques de l'entreprise pour bâtir un plan de gestion qui va lui ressembler. Et puis enfin, il va falloir travailler sur la manière dont dont les engagements qui sont pris peuvent être valorisés. Et le cabinet, là aussi, et là encore, il y a des aspects juridiques qui peuvent entrer en ligne de compte, on va chercher à valoriser les engagements pris pour que l'entreprise puisse en faire un élément de distinction sur des marchés qui sont souvent très concurrentiels. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre contact avec le cabinet des Green Lawyers. Donc, cet exemple que je vous partage ici, vraiment l'idée, c'est de vous faire comprendre justement que vous pouvez, en tant que cabinet d'avocats, changer de posture et être capable de modifier le regard que l'entrepreneur, que le dirigeant, que l'entreprise a sur ces questions de responsabilité sociale et environnementale. Et vous pouvez vous positionner comme
le bon interlocuteur pour que le dirigeant se dise que finalement, ça peut être le boulot d'avocat de superviser tous ces aspects-là. Merci beaucoup, Alexis. On va enchaîner parce que le temps passe. Ouais, ça passe vite, malheureusement. Juste pour répondre à Francis Manerville sur savoir si l'audit juridique général de l'entreprise peut être une possible porte d'entrée. Comme tu l'as expliqué, il peut y avoir de nombreuses portes d'entrée et ça va dépendre vraiment du marketing. Comme Maria en parlait tout à l'heure, on peut aussi se placer sur ces sujets dans une entreprise avec laquelle on traite déjà. Il suffit qu'on traite avec elle des délégations de pouvoir ou de compliance et on peut facilement embrayer sur ces sujets-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'audit juridique général de l'entreprise sera très probablement une étape accompagnée ou non de l'avocat, mais une étape nécessaire pour l'entreprise qui va devoir cartographier un petit peu ses activités et cartographier un petit peu, voir où sont les risques pour elle et comprendre un petit peu mieux ses enjeux. Donc, cet audit, que ce soit ou non avec l'avocat, l'entreprise va devoir le réaliser. Je vais juste prendre une question qui, je pense, va intéresser et Maria et Alexis, mais je vous demanderai d'être assez bref parce que c'est la question de savoir comment vendre des prestations sur la RSE à des PME qui n'auraient pas de juristes en interne. Parce que là, on vous montre tout ça, c'est bien joli. On comprend pour une grosse entreprise qu'on peut avoir les moyens de se payer un cabinet, de se payer un graphiste et de se payer un développement web, se payer plein de choses et revoir toute cette stratégie. Mais les petites entreprises qui n'ont pas forcément de ressources, qui peuvent être que 3-4 personnes, mais qui doivent absolument prendre en compte cette loi Pacte et qui n'ont pas forcément les connaissances juridiques pour le faire, comment est-ce qu'on peut les atteindre et comment les convaincre que c'est un investissement qui est intéressant pour elles, autant qui peut être intéressant pour des raisons de concurrence, comme on en parlait, mais aussi pour des raisons tout simples de sécurité juridique. Et parfois, il vaut mieux investir un petit peu au début que de se retrouver dans des contentieux ou des dommages réputationnels desquels on ne peut pas forcément se relever quand on a une petite structure. Donc voilà, peut-être Maria, d'abord, si tu peux, Alors, si tu peux nous dire quelque chose là-dessus. Oui, bien sûr. Il y a un troisième risque qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est le risque d'être déréférencé. Et donc, quand une PME est fournisseur d'une grande entreprise, elle doit remplir un certain nombre de conditions. Et comme je le disais en début de séance, même si les lois ne s'appliquent pas à cette petite entreprise ou si elle n'a pas les moyens de mettre en œuvre, dans le contrat, la grosse entreprise va être obligée de lui demander un certain nombre d'engagements de conformité, que ce soit en matière de RSE ou de RGPD ou de concurrence ou de corruption. Parce qu'elle-même, cette grande entreprise, quand elle dit « moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis hyper bon dans tel et tel domaine, je contrôle tout », cela veut dire qu'elle contrôle également ses fournisseurs. Et donc, souvent, est annexé à un contrat de fourniture, est annexé à un supply chain code ou en bon français code fournisseur dans lequel il y a des engagements sur le respect des droits de l'homme, le respect du droit de la concurrence, le respect des règles anticorruption et ainsi de suite. Donc ça veut dire que non seulement il faut dire dans le contrat oui j'accepte, mais il faut le mettre en œuvre puisque parfois il y a aussi des clauses d'audit dans le contrat en question. Donc, ça, c'est pour faire simple. Et parfois même, si la petite entreprise elle-même n'a pas adopté ces codes-là et qu'elle ne les fournit pas au moment d'un appel d'offres, eh bien, elle ne sera pas retenue au terme de l'appel d'offres. Donc, par exemple, la semaine dernière, pour une petite boîte qui travaille avec le secteur pharmaceutique, qui est un peu actif ces temps-ci, comme vous le savez, eh bien, cette petite boîte, qui est un prestataire informatique, a dû adopter rapidement un code des règles de respect du droit de la concurrence et de la corruption. Et on a revu ces codes-là la semaine dernière. Voilà. Si je peux me permettre, vraiment en 30 secondes, Thibaut, c'est promis. Pour compléter, Maria, ce que tu dis, il y a aussi des variantes qui vont être liées au secteur d'activité dans lequel est l'entreprise. Et on peut avoir des petites entreprises, mais qui vont avoir un très fort intérêt à mettre en place une politique RSE et à la valoriser. Je prends par exemple le secteur du cosmétique, de la mode, du prêt-à-porter, et ainsi de suite. Il y en a des tas d'autres, mais pour lesquels finalement, il y a des enjeux très, très spécifiques liés à l'environnement dans lequel ils évoluent, qui font qu'ils ont intérêt à recourir à une politique RSE, même si c'est une petite boîte d'une dizaine de personnes. Et enfin, je me permets de prendre une autre question spontanément, Thibaut.
sur le rôle de l'expert comptable qui parfois va se mettre entre le client et l'avocat. Alors, c'est extrêmement courant. On le voit surtout en droit social, on peut le voir aussi sur ces aspects-là. Moi, je suis convaincu justement que si vous arrivez à vous positionner, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à changer cette posture-là, vous allez justement permettre à l'entreprise également de bien comprendre votre rôle. Ça, c'est une manière de faire. Il y a aussi une autre manière de faire qui va consister à vous dire, OK, l'expert comptable a ce rôle-là, il risque de faire des conneries, il a des clients qui sont prêts à investir dans une politique RSE, eh bien, je vais travailler en partenariat avec des experts comptables et je vais créer une offre avec eux qui vient me permettre justement de ne pas avoir tout le travail de prospection. Formidable, l'expert comptable a des clients, eh bien, moi, j'ai une expertise et je vais travailler avec l'expert comptable pour encore plus valoriser mon expertise, mais surtout sans avoir toutes les problématiques de sollicitation personnalisée et de coûts d'acquisition client qui sont toujours pénibles à gérer et qui sont toujours des investissements assez importants en termes de moyens, à la fois temps et financier. L'interprofessionnel, ça aussi c'est un vrai sujet. On discute et on comprend qu'il y a vraiment des potentiels enjeux stratégiques pour les entreprises. Est-ce que vous pensez, du fait de la crise actuelle et de cette période de confinement, de la reprise des activités qui est un petit peu incertaine, est-ce que vous pensez que ça peut être justement un moment intéressant pour les entreprises pour se repositionner maintenant que ça touche tout le monde et que c'est probablement un phénomène qui va être amené à se généraliser à plus ou moins long terme, la prise en considération de ces enjeux environnementaux, sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment et évidemment, comment l'avocat peut accompagner les entreprises qui souhaiteraient passer le pas? Donc, l'avocat, c'est moi là, non? Ouais. Et au passage, si tu arrives à répondre à la question qui nous demandait est-ce que vous pensez que les obligations de soft vont devenir un petit peu plus dures avec la crise du Covid ou alors au-delà même de la crise du Covid, les tendances? Alors, première chose, c'est certain qu'il y a beaucoup de missions de conformité qui se sont arrêtées depuis 2 mois parce que les gens avaient autre chose à faire. Il fallait mettre les gens au chômage partiel et puis maintenant, il faut organiser les locaux de l'entreprise pour réaccueillir les gens. Donc, ils ont du boulot et puis ils se disent bah, je n'encaisse pas de chiffre d'affaires, donc je vais peut-être limiter les prestations. C'est une première approche qu'on peut comprendre. En revanche, quand on se remet sur le marché, moi c'est mon leitmotiv depuis 2 mois, c'est faites attention à la façon dont les commerciaux vont réattaquer le marché. Parce qu'ils vont vouloir reconstituer le chiffre d'affaires, parce que chiffre d'affaires dit bonus. Et du coup, peut-être que leurs pratiques du point de vue droit de la concurrence ou corruption ne seront pas tout à fait correctes, on va dire, pour rester comme ça. Première chose. Deuxième chose, sur la partie plus environnement qui nous intéresse au premier plan ce soir. Si on part de l'exemple des grosses entreprises, puisque c'est celui qu'on a sous les yeux ces temps-ci, on voit que les grosses entreprises se sont mises à offrir du gel, des tenues d'hôpital, fabriquer des masques. Les fabricants de soutien-gorge fabriquent des masques. Et ils participent à l'aide nationale, mais ça leur permet également de communiquer fortement et d'améliorer leur image. Et ça, c'est plutôt pas mal sur les 2 plans. Maintenant, je ne sais pas si vous… Oui. J'allais dire peut-être pour les plus petites structures, du coup, qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la visibilité ou qui sont peut-être dans la supply chain de grandes boîtes comme ça. Mais il y a une autre dimension, me semble-t-il, qui est aussi l'aspect de santé et qu'on voit très directement aujourd'hui. Il faut aménager les locaux, il faut gérer ses salariés. C'est une obligation, on la connaît tous, l'obligation de l'employeur. Mais au-delà de ça, il y a une obligation qui est aussi plus générale, plus morale de responsabilité à l'égard de tous. On nous l'a dit, le confinement, c'est pour soi, mais c'est surtout pour les autres. Est-ce que je mets mes salariés dans les transports en commun? Est-ce que je les fais se déplacer? Est-ce que je sature le réseau? Comment est-ce que je gère les choses? Je me montre plus ou moins vertueux.
Mais si je fais ça, à ce moment-là, il faut que je maintienne le télétravail. Il faut, le cas échéant, que j'organise la manière dont mon activité va fonctionner. Pour ça, il y a des règles juridiques qui vont être des outils qui vont me permettre d'agir dans un sens ou dans l'autre. Donc, l'aspect de responsabilité, je suis responsable, mais je le fais aussi de manière juridiquement carrée. Donc, les deux vont ensemble. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Maria. Quand on va réattaquer le marché, on peut avoir des pratiques anticoncurrentielles, on peut avoir tenter d'aller faire du démarchage qui sera agressif, et utilisera les données de manière illicite. Et il faut aussi, il y a aussi tout un aspect du juriste qui va venir et qui va dire bon ben voilà, là attention, on peut faire ça, mais allons plutôt dans ce sens que dans cet autre sens. On peut prendre quelques risques, mais il faut pas trop en prendre. L'outil sur lequel on est, c'est une démonstration aussi très claire. Dans quelle mesure je prends un risque de sécurité, de violation de données, d'intrusion, de détournement d'image. Comment est-ce que je gère l'image des personnes qui sont là? Comment est-ce que je gère un certain nombre de données qu'ils doivent intégrer? Comment est-ce que je gère les problématiques de leur connexion, de l'installation sur leur outil informatique d'un logiciel qui va potentiellement avoir des conséquences juridiques? Mais voilà, tout ça, c'est de la responsabilité au sens à la fois juridique, mais aussi au sens éthique, moral. Et la RSE, c'est ça. Donc, il y a énormément de choses, énormément de dimensions RSE dans la période qu'on connaît aujourd'hui. Je voulais reprendre sur la partie environnementale, qui est quand même essentielle, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Là, on s'est beaucoup concentré sur la partie santé, mais il ne faut pas oublier l'environnement. Je ne sais pas si vous avez vu que l'aide qui a été accordée à Air France a été conditionnée à des engagements de protection de l'environnement. L'État a demandé à ce qu'on diminue les liaisons courtes qui peuvent être faites en train en moins de 2h30, je crois. Et puis, ils leur ont demandé aussi de renouveler le parc d'avions. Bon, c'est aussi pour aider Airbus par ricochet, évidemment, mais c'est parce que de cette manière-là, ils auront des avions plus récents et donc moins polluants. Et je pense que de la même manière, les prêts qui vont être accordés aux petites entreprises vont commencer au fur et à mesure à demander, ils vont être assortis de demandes de garantie sur ces questions environnementales. On le voit sur les grosses entreprises déjà depuis plusieurs années, le prêt est conditionné à la mise en place d'un programme de conformité. Ce programme de conformité va sans doute être étendu aux questions d'environnement. Et d'ailleurs, quand le MEDEF a fait cette déclaration il y a une dizaine de jours maintenant pour dire qu'il demanderait au gouvernement de ralentir la mise en œuvre des lois environnementales, vous avez vu le tollé que cela a fait dans la presse parce que les gens ne sont plus prêts à repousser la mise en œuvre de ces règles-là. Merci beaucoup, Maria. On a encore un peu de temps devant nous. J'aurais aimé parler un petit peu avec vous d'un sujet qui est proche, qui lui aussi tiré de la raison d'être et qui illustre aussi très bien ces enjeux stratégiques pour l'entreprise. C'est la raison d'être. On a parlé rapidement avec Maria tout à l'heure. Est-ce qu'on peut développer un tout petit peu sur ce point, Pierre, peut-être? Juste, pardon, j'ai eu un petit Non, problème de connexion. Si tu peux me pas de souci. On poser la aurait question. voulu parler un petit peu d'un sujet qui était proche et qui illustre bien aussi les enjeux stratégiques pour les entreprises et qui est celui de la raison d'être. Oui, et c'est évidemment le prolongement de ce dont on a parlé, de la modification de l'article 1833 et de la prise en considération des intérêts socio-environnementaux et de la responsabilité des entreprises. La raison d'être, c'est l'idée que, en gros, que Milton Friedman n'avait pas raison en disant que le profit était la seule considération de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui, elle a aussi un rôle dans la société. Alors, quand j'en parle, j'aime bien citer cette phrase à mes étudiants d'Henry Ford,
selon laquelle l'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si on tente de faire fonctionner l'entreprise uniquement sur le profit, elle mourra aussi car elle n'aura plus de raison d'être. La raison d'être existait déjà dans le Fordisme. Mais la raison d'être, c'est, si on reprend les travaux parlementaires, c'est donner du sens à l'activité de la société et surtout lui donner une perspective de long terme. L'idée de la raison d'être, c'est partir du constat que l'objet social de la société a un peu tendance à se transformer en catalogue et que il est bien d'ordonner tout ça autour d'une perspective, autour d'une dimension rassembleuse, fédératrice et qui permet aussi d'associer les partenaires de l'entreprise. Donc, la raison d'être, c'est une direction qu'on se fixe dans la réalisation de son objet social qui est plus ou moins lié à des objectifs socio-environnementaux. On peut y voir juste l'activité de son entreprise, mais la condenser autour d'une idée générale ou plus largement y associer des éléments socio-environnementaux, mais avec toujours l'idée d'une vision stratégique à long terme de l'activité de l'entreprise. Et là, on retrouve encore le fait que le travail sur les statuts, puisque la raison d'être, on insère dans les statuts, le travail sur les statuts est un élément qui va, donc un travail juridique, qui va permettre d'appréhender la stratégie de l'entreprise. Alors, je peux en donner deux exemples, pris dans les grandes entreprises. Maria avait évoqué tout à l'heure la Maïf. La Maïf, sa raison d'être, c'est porter une attention sincère à l'autre et au monde pour garantir un réel mieux commun avec l'affirmation sur laquelle ils placent cette attention à l'autre et au monde au cœur de chacun de leurs engagements et de chacune de leurs actions. Après, on peut faire plus bref. Veolia, sa raison d'être, c'est ressourcer le monde. Veolia, c'est vaste, mais avec un document explicatif d'une page qui permet encore une fois, de donner un certain souffle à l'entreprise et d'avoir toujours cette vision stratégique. Oui, je voulais reprendre là-dessus. Et je ne sais pas si tu as la raison d'être d'Athos sous les yeux, qui est pas mal aussi. Non, vas-y. Mais je ne la trouve plus, là, j'ai oublié de la ressortir. Ah. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quand on voit les deux que tu viens de lire, c'est que c'est sans doute la com, et comme ça permet de reprendre la question qui était affichée un peu plus tôt. C'est sans doute rédigé par la com, mais aussi par le juriste, ou le juriste ou l'avocat, ou les deux, parce qu'on voit que c'est quand même, pour l'instant, des termes tellement mesurés qu'on ne comprend pas et que si on pose ça comme question en philo, et je suis pas sûre que les étudiants puissent nous dire ce que la raison d'être en question signifie, parce qu'ils ont tellement peur justement d'être poursuivis, de ne pas être capables de remplir les conditions de leur raison d'être, que pour l'instant les entreprises qui en ont adopté une sont restées assez vagues. Mais peut-être que ça sera un peu plus clair et un peu plus objectif dans quelques années. On va voir quel est le courant. Chez Athos, il s'agit, j'ai regardé du coup en même temps, il s'agit de contribuer à façonner l'espace informationnel. Voilà. Je pense qu'il faut justement que les juristes s'intéressent davantage, qu'on les associe davantage à la rédaction pour que ça soit plus, finalement, que ça ait plus de sens qu'un slogan de communicant. Mais par contre, celui de la Maïf, c'est pas seulement. La Maïf, c'est pas mal. Non. La Maïf, c'est plus concret et vous pouvez tous aller voir le site internet de la Maïf qui décline sur les produits de la Maïf la fameuse raison d'être. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la raison d'être, c'est pas que, et je le dis aussi en rebond à la précédente question, c'est pas que quelque chose fait pour les grands groupes. De plus en plus, en fait, la raison d'être, c'est travailler sur son pourquoi. Alors, je suis désolé, j'ai un marteau-piqueur juste derrière, j'espère que vous ne l'entendez pas. La raison d'être, c'est de travailler vraiment sur son pourquoi. Et travailler sur son pourquoi, on travaille réellement sur des éléments qui sont extrêmement stratégiques pour l'entreprise, que de plus en plus, on achète un produit parce qu'on sait les raisons pour lesquelles il est fait. Et on sait bien sûr ce que c'est, on sait comment il est fait, mais surtout on sait pourquoi il est fait, avec quelle philosophie derrière. Et en fait, quand on travaille sur ces aspects-là, et c'est en ça que l'avocat aussi, au niveau de la raison d'être, vous pouvez vous positionner avec des experts en storytelling, des agences qui travaillent sur ces sujets-là aux côtés des entreprises, pas seulement aux côtés des grandes entreprises, mais aussi aux côtés de beaucoup de petites startups ou d'ailleurs d'entreprises
ont des buts non lucratifs, d'associations et ainsi de suite, mais qui, en fait, pour lesquelles la raison d'être est extrêmement stratégique, soit vis-à-vis des investisseurs, soit vis-à-vis du marché sur lequel elles veulent se différencier. Et justement, travailler sur ce pourquoi et sur l'impact juridique que ça doit avoir sur la manière dont c'est fait, c'est extrêmement important. Si je prends l'exemple d'une startup, ils vont travailler sur cette culture, sur ce pourquoi. Ils vont avoir une promesse qui va être extrêmement forte, qui va être beaucoup moins floue qu'un Atos ou qu'un grand groupe d'ailleurs, parce que leur but c'est de faire des choix radicaux, mais qui va être aussi beaucoup plus engageant juridiquement. Et ça, ils n'en ont pas forcément conscience. Et c'est à ce niveau-là que l'avocat peut justement travailler également avec des plus petites entreprises, mais qui ont un intérêt à avoir ce positionnement, à travailler sur un pourquoi extrêmement fort. Soit en direct avec ces entreprises-là qui ont une culture forte, soit aux côtés des acteurs qui vont les accompagner pour mettre les mots sur ce pourquoi, justement. Alors, on a une petite question qui est tombée qui nous dit que si on rédige de manière plus précise la raison d'être, les dirigeants prennent plus de risques. C'est plus difficile à vendre. Peut-être, Pierre, tu peux nous éclairer un tout petit peu. Est-ce que tu aurais quelques éléments sur justement la valeur juridique de la raison d'être et finalement les risques que peut prendre l'entreprise en décidant de s'engager comme ça de manière un petit peu unilatérale par rapport au public? Les risques sont quand même relativement limités. Il faut être, pour que la raison d'être nous engage la société, il faut vraiment qu'on soit en présence d'une affirmation qui corresponde à une véritable obligation, donc qui est un objet précis, déterminé, avec des destinataires qu'on peut identifier, pas forcément déterminés, mais déterminables. Et donc, c'est quand même relativement compliqué. Mais ça peut arriver de manière involontaire. Si on prend un exemple d'une société qui serait, par exemple, dans l'agroalimentaire et qui commencerait à proclamer qu'il veut nourrir sainement le monde avec une alimentation sans pesticides et sans OGM. Là, pour le coup, si le juriste ne vient pas pour dire attention, c'est quand même très précis, vous pouvez peut-être pas annoncer ça de manière aussi directe et puis de manière aussi pérenne qu'une insertion dans les statuts, l'entreprise prend des risques. Donc, aujourd'hui, on est sur des slogans vagues, mais plus on va avancer, plus justement, il peut y avoir une compétition à celui qui va dire des choses très engageantes, justement, et où il faut aussi que le juriste vienne pour dire attention, là, il y a une limite à pas franchir, ou en tout cas, si vous voulez la franchir, vous la franchissez, mais en conscience, et sachez quelles sont les conséquences. Donc, moi, c'est plus comme ça que je le vois dans l'intervention du juriste et de la nécessité de l'intervention du juriste. Maria, je vais te laisser enchaîner sur ce Oui, point de la nécessité de l'intervention du juriste et de l'avocat. Ce qui semble se dégager, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas s'amuser à prendre une raison d'être juste pour faire comme tout le monde, juste parce que c'est la mode. J'ai l'impression qu'il faut quand même vraiment avoir une réflexion profonde sur l'identité de l'entreprise. Je ne sais pas si, Maria, tu as eu l'occasion de travailler avec des entreprises dans leur définition ou si tu penses que justement l'avocat est important. Je n'ai pas travaillé sur des raisons d'être, j'ai travaillé sur des engagements pris sur des questions comme celles que Pierre vient d'aborder, les OGM, les trucs comme ça. Et le juriste, il va plutôt dire de mettre un verbe au conditionnel ou d'écrire l'entreprise s'efforce de faire comme ci, comme ça. Et moi, il y a une entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui écrit comme ça son engagement et qui par ailleurs met sur son site internet les statistiques relatives aux engagements qui montrent que d'année en année, s'efforce, on est passé de 60% à 70% et 80%. Mais ils ne pourront pas changer de verbe tant qu'ils ne seront pas au 100%. Et de toute manière, quand on dépend d'un tiers, penser qu'on sera toujours au 100%, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais je pense que les raisons d'être qu'on a lues tout à l'heure, elles sont assez vagues, elles sont un peu décevantes. Mais je pense sincèrement qu'il faut voir si ces entreprises ne vont pas les modifier d'année en année et les rendre plus contraignantes, quand elles seront sûres, effectivement, de pouvoir y répondre. Alors, on a eu des petites questions qui sont tombées. La raison d'être de la Maïf que vous citiez en référence, Maria, est-ce rendre la société meilleure par des solutions éducatives, l'entraide, le partage et l'échange des connaissances? Non,
Ah, non, mais C'est il pas faut que je ça? retrouve mon PowerPoint, je suis désolée. Je réponds dans 5 minutes ou je vous l'envoie. Ok, alors Marianne Canavet, on note la question, on ne manquera pas d'y répondre. On a une autre réaction qui nous dit c'est QFD, plus c'est précis, plus c'est risqué. Donc ça milite dans le sens d'une rédaction par des communicants qui cultivent le flou volontairement. C'est un petit peu la question de savoir jusqu'à quel point on s'engage par le verbe et est-ce qu'il faut penser à tout ce qui peut se produire derrière. Est-ce qu'il y a un vrai risque là-dessus, Pierre? Le flou en matière réputationnelle, on parlait de l'aspect réputationnel, le flou est aussi un risque. Ce n'est pas forcément un risque juridique, mais c'est un risque réputationnel. Donc l'intérêt justement de travailler, et il ne s'agit pas d'exclure les communicants, hein, ce n'est pas le sujet. On l'a dit tout à l'heure, sur ces sujets-là, il faut travailler en bonne intelligence avec toutes les personnes concernées dans l'entreprise. Et donc là, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir sortir du flou du communicant, mais d'être dans le flou du juriste. Nous aussi, on sait entretenir le flou. On sait jouer sur l'ambiguïté, hein, ça fait aussi partie de notre boulot. On sait le faire, mais peut-être qu'on le fait parfois aussi un petit peu mieux que le communicant parce que ça a un peu plus de contenu. Mais on sait où s'arrêter. Donc, on sait faire un flou avec du contenu. C'est ça que je voulais dire. Alors, on a encore d'autres questions. Malheureusement, on va approcher de la fin de l'heure et demie qu'on s'est fixée. Et on n'a pas envie de déborder sur les programmes de chacun. Donc, on va encore prendre deux, trois petites questions avant de conclure. Certains départements, innovation, ESG, etc., intéressés par la compliance ou la RSE, nous disent si vous dites que vous êtes avocat, nous devrons obtenir l'aval du département juridique pour faire appel à vos services. En revanche, si vous vous faites passer pour consultant, nous pouvons y procéder directement. Qu'en pensez-vous? Et ça résonne avec une autre question qu'on a eue un petit peu plus tôt, que beaucoup de cabinets de conseil en communication ou en stratégie intègrent la démarche RSE et qui peuvent sûrement facturer moins cher qu'un avocat en intégrant ça dans une intervention globale. Alors, la question est de Mona, et qui travaille dans ce domaine-là et qui s'y connaît effectivement. Et elle a raison parfois. En fait, le mot juriste, le mot avocat, pardon, est une barrière. Et puis, ensuite, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, de savoir s'ils vont devoir faire appel au département juridique ou pas. Bon, ça, c'est évidemment réservé aux grosses entreprises, mais ça dépend de l'organisation. Est-ce que la RSE, la compliance doivent rapporter au juridique ou pas? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils travaillent bien avec le juridique leur fait confiance? Ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas la main, malheureusement. Mais dans le cas où on voit qu'il y a un blocage, dans ce cas-là, il faut, plutôt que de perdre la mission, il ne faut pas se dire je vais être le chef de projet, il faut se dire je viens avec un consultant ou j'essaie de me raccrocher à une mission qui a été décrochée par un consultant et puis je vais faire valoir l'intérêt du droit de cette manière-là. Il y a une mission que j'ai failli avoir il y a quelques mois où en fait ils m'ont rajouté comme avocat en dernier lieu, mais il y avait surtout des consultants dans les différents domaines de la RSE. Et en fait, quand on a fait le pitch, ils se sont rendus compte de la plus-value qu'avait notre équipe parce qu'il y avait un avocat. Donc, ça dépend du cas de figure, je pense. Juste pour te compléter, mais je suis à 10 000% d'accord avec toi, Maria, penser des offres de services communes avec des consultants, justement. Où en fait, le consultant va se vendre comme consultant, mais va ajouter, c'est exactement ce que tu dis ça, l'avocat à son offre de service comme un plus. Mais il va arriver avec une offre globale. Et comme je vous montrais tout à l'heure une offre de service sur l'article 1833, créer une offre de service spéciale pour justement proposer cette valeur ajoutée-là à ces spécialistes de la RSE qui sont des consultants. Alors, je suis vraiment désolé, on va devoir commencer à conclure. C'est passé très vite. Donc, normalement, on a réservé. Je vais envoyer la raison d'être de la Maïf à Marianne Canvé. Si on a les emails. Oui, voilà ce que j'allais dire. On a les emails de tout le monde, donc on ne manquera pas de revenir vers vous avec le replay de ce webinaire et du coup des références aussi bibliographiques. Donc, je vais passer
la parole à Alexis, qui va, avant de procéder à quelques remerciements, qui va nous parler d'une formation complète qu'on a créée sur le thème de la loi Pacte, justement. Absolument. Alors, pour faire bref, alors j'ai juste, voilà, hop là, impeccable. Bon, on a balayé quelques aspects de la loi Pacte, mais qui sont en fait très orientés RSE, mission, raison d'être. Vous savez, la loi Pacte a plein d'autres thèmes. On vous a présenté cette formation parce qu'en fait, l'ADN de SideQuest, qui est l'entreprise qu'on lance cette semaine, c'est véritablement d'aider les professionnels du droit et les avocats en premier lieu à passer du juridique à des éléments très pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur cabinet. Et parmi ces éléments très pratiques, il y a bien sûr toute la question du positionnement marketing, du positionnement de l'offre, donc la création de l'offre et du positionnement de l'offre. Et en fait, on a pensé une formation avec Pierre et Thibaut qui consiste véritablement à partir du droit sur 6 thèmes. Je vais vous montrer rapidement. Et vous avez vu le mini-site que je vous ai présenté sur l'article 1833 en matière de RSE. Et bien, en fait, on a créé une dizaine de mini-sites comme ça, très concrets. On part du droit, on explique ce que ça vient changer chez le client. Et puis enfin, la manière dont vous, en tant qu'entrepreneur du droit, vous pouvez prendre ces marchés-là, les conquérir. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'était bien sûr de vous sensibiliser en premier lieu et de vous partager les réflexions qu'on avait eues sur ces premiers thèmes, de vous montrer un petit peu quels étaient les types d'exemples pratiques qu'on vous montrait. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous vous intéressez à cette loi et que vous voulez en faire un axe de croissance pour votre activité, et moi je suis convaincu que dans un contexte Covid de très grande incertitude, cette loi-là a de l'avenir, parce qu'elle va permettre aux entreprises de repenser leur centre de gravité, de repenser la manière dont elles font les choses, elles vont se reposer des questions sur le pourquoi. On le vit tous aujourd'hui, ce travail d'introspection, passer la phase de sidération, on rentre dans une phase d'introspection et la loi Pacte participe de ça. Donc voilà, on a cette formation. C'est une formation qui vous permet de valider 8 heures au niveau de vos heures obligatoires avec le Conseil national des barreaux. Alors, je pense que vous en avez tous suivi un paquet des heures depuis le début du confinement. Et la valeur ajoutée ne se situe pas tellement sur l'homologation des heures, mais plus véritablement sur les idées, sur les méthodes qu'on va vous partager et qui sont appliquées à ce contexte de la loi Pacte. Alors, on a 6 grands thèmes. Premier thème sur l'article 1833, on a commencé à en parler ensemble. Un deuxième thème sur la raison d'être, qu'on a également commencé à aborder ensemble. Un troisième, on travaille sur le fonds de pérennité. Quatrième thème sur les ICO, offres publiques de jetons. La simplification du régime de l'EIRL, et contrairement à ce qu'on pense, il y a quelques idées, quelques exemples qui sont très amusants qu'on a déployés ici. Et enfin, sur la question du partage de plus-value. C'est 6 thèmes qu'on a choisis parmi la loi Pacte avec Pierre, et c'est 6 thèmes sur lesquels on estimait que les cabinets avaient un intérêt particulier pour se présenter. Alors, combien ça coûte? La formation, on la vend 250 € hors taxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut être pris en charge par le FIFPL. Alors, en tout cas, une demande du FIFPL, on n'a pas le droit de le formuler comme ça, mais une demande du FIFPL peut être faite à hauteur de 100% du montant du coût de cette formation. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la suivre, vous pouvez vous la faire prendre en charge, ou en tout cas demander la prise en charge par le FIFPL. C'est une formation qui est 100% en ligne, que vous pouvez suivre partout et qui va véritablement vous donner des idées. Et puis aussi, on a créé l'offre satisfait ou remboursé. Autrement dit, si ça ne vous plaît pas dans les 30 jours qui suivent votre inscription, à tout moment, vous pouvez demander le remboursement. Donc voilà, c'était l'instant commercial, mais on estimait que c'était important quand même de vous partager aussi ça, si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez notamment véritablement creuser les aspects très pratiques, très applications, qui sont au cœur de l'ADN de l'organisme de formation qu'on veut lancer. Donc voilà, vous pourrez retrouver les informations sur notre site side-quest.io, mais on vous enverra de toute façon un lien dans l'email. On voudrait vous remercier chacun d'entre vous pour votre participation et vos nombreuses questions. On a Mariannick Cadec qui nous dit que sur la formation que tu proposes, Alexis, elle confirme qu'elle est très très satisfaite. Donc merci Mariannick pour ce retour en direct. Je voudrais remercier aussi évidemment Pierre Berlioz et Maria Lancry pour leur très riche contribution ce soir. Alexis, bien évidemment. Notre partenaire Le Droit pour moi, qui a organisé ce webinaire. Notre stagiaire, Kelly, qui nous a beaucoup aidé ces dernières semaines. Et moi, à titre plus personnel, je suis… Toi, Thibaut. Ouais. C'est gentil. Mais, moi, j'allais dire, à titre plus personnel, je suis issu d'une famille de juristes. Ils sont venus en nombre ce soir pour me soutenir. Donc, je les remercie et je les salue, évidemment, chacun. Voilà. Donc, on reviendra vers vous avec le replay du webinaire. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir.
Au revoir. Merci. Au revoir Merci à à tous. tous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.